toutes et à tous. Bienvenue pour cet épisode 9 du Temps fort, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour à tous, bonjour Alexia. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce 9e épisode, nous avons choisi de revisiter un dispositif d'insertion, le parrainage pour l'emploi, et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Alexis Boyon, chargé de mission politique jeune à la DRET Bourgogne-Franche-Comté, et Jérôme Marcas, référent emploi-formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat en Bourgogne-Franche-Comté, Jura. Bonjour à tous les deux et merci. Et bonjour Bonjour, Monsieur Piacot. merci, bonjour, bonjour. Alexia, je te laisse Bonjour à reprendre. nos invités. Merci d'avance pour le retour d'expérience et puis les éclairages que vous allez nous apporter sur le dispositif de parrainage. Juste avant de commencer, donc quelques petits rappels par rapport au fonctionnement. Donc vous avez une barre de tâches en bas de votre écran normalement qui vous permet d'utiliser une rubrique de discussion pour commenter, pour échanger. Il y a une rubrique de questions-réponses également. N'hésitez pas à formuler vos questions pour que nos experts puissent y répondre en fin de webinaire. Le webinaire est enregistré, donc un mail vous sera envoyé avec le replay et vous aurez aussi accès à une petite infographie de synthèse qui fera le résumé des principaux points qu'on aura vus ensemble aujourd'hui. Mhm. Oui, mais je vais m'adresser à Monsieur Boyon pour démarrer. Donc, Monsieur Boyon, pouvez-vous nous repréciser en quoi consiste ce dispositif parrainage pour l'emploi et en quoi il se distingue du dispositif Un jeune, un mentor? Oui, alors, je vous ai préparé donc une intervention en deux parties. Donc, la première au niveau de la philosophie du parrainage et la seconde sur la comparaison de ces deux dispositifs, donc de ces deux appel à projet parrainage d'une part et appel à projet Un jeune, un mentor d'autre part. Donc, au niveau de la philosophie, le dispositif du parrainage vers l'emploi vise des personnes éloignées du marché du travail. Le but est de faciliter leur accès à l'emploi au travers d'un accompagnement individualisé et en présentiel par des professionnels en activité ou retraités. Ces professionnels partagent avec leurs filleuls leurs expériences et leur réseau, donc code de l'entreprise, apprendre à faire un CV, une lettre de motivation, un entretien, et d'autres choses quand c'est pertinent. Voilà. À noter qu'il faut considérer ce dispositif du parrainage comme un complément, un plus dans l'accompagnement habituel dont peut faire l'objet le bénéficiaire. Voilà. Ça ne peut fonctionner au final que si on considère le parrainage que comme un atout supplémentaire dans la manche du professionnel de l'insertion. Je peux vous donner un exemple innocent. Par exemple, un jeune en mission locale qui est en SEJ peut faire du parrainage en complément de l'accompagnement dont il fait déjà l'objet. Voilà. On dépasse au final la seule question de l'accès ou non à l'emploi. Avec les bénévoles parrains et marraines, on lutte aussi contre les discriminations. On va créer donc avec le filleul, le parrain, du lien social, de nouvelles solidarités. Et c'est ce qu'on verra, je pense, avec le témoignage de la CMA après mon intervention. Voilà. C'est également un moyen d'appuyer l'employeur, le parrainage dans sa démarche de recrutement. Voilà. Le recruteur, au final, il a un candidat qui est connu par son parrain et le filleul, il est valorisé par son parrain, il est coaché et ça ne peut que faciliter son intégration dans l'entreprise. Donc, sur la diapo que vous voyez, vous pouvez voir au niveau du cadre juridique que nous avons une instruction ministérielle qui encadre ce qu'est le parrainage au niveau local. Donc, les appels à projets du parrainage sont pilotés par les DRETS en région. Donc, au niveau local, ça va être le cahier des charges de l'appel à projet.
et après la convention avec la structure qui répond à l'appel à projet. Voilà. Le financement, il est de 305 € par parrainage. Donc, il n'y a qu'un financement possible par filleul. C'est minimum 6 semaines au niveau de l'accompagnement et maximum 6 mois sur une année en cours. Le pilotage se fait donc par les DRETS en région. Donc, pour ma part, par la DRETS Bourgogne-Franche-Comté, où je suis chargé de mission. Et on est épaulé également par des structures qui sont conventionnées et mandatées pour, par exemple, animer le réseau régional des parrains, des acteurs du parrainage, comme l'Amphore, que je remercie encore une fois pour son invitation. Voilà. Très rapidement, au niveau des publics, donc le parrainage, à qui ça s'adresse? Alors bien sûr, ça s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans. Peu importe le niveau de diplôme, en particulier s'ils résident en quartier prioritaire de la politique de la ville, mais pas que. Ça s'adresse également entre guillemets, aux adultes, donc de plus de 26 ans, qui ont aussi des difficultés d'insertion professionnelle, voilà, sur le marché du travail. Donc, ce n'est pas que les jeunes. En fait, souvent, on associe le parrainage aux jeunes à cause des réponses importantes que font les missions locales aux appels à projets. Voilà. Principalement, ce sont les missions locales qui répondent au parrainage, mais il y a des exceptions, comme on va le voir par la suite avec la CEMA, par exemple. Voilà. Donc, au niveau des publics, pour l'appel à projet, donc vraiment Bourgogne-Franche-Comté. Donc, moi, dans l'appel à projet, j'avais donné des pistes aux porteurs pour qu'ils puissent aiguiller un peu leur réflexion. Donc, c'était voilà, les jeunes de moins de 30 ans, les personnes qui résident en quartier prioritaire de la politique de la ville, les femmes rencontrant des difficultés spécifiques, par exemple, chef de famille monoparental, plus de 50 ans, victimes de violences, les seniors, les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi de longue durée et de très longue durée, également les publics primo-arrivants qui ont un niveau de français suffisant pour pouvoir bénéficier du parrainage. Mais l'important dans ce dispositif, et je pense qu'il est intéressant de souligner que le parrainage, aujourd'hui, a 30 ans. Voilà, hein, c'est un dispositif qui date de 1993. Et 30 ans, c'est un bel âge. Et je trouve que c'est significatif pour un dispositif de l'emploi où c'est assez rare d'avoir des dispositifs qui durent aussi longtemps, en gardant le même nom aussi. Hein. Je pense que l'importance du parrainage, c'est sa place au lendemain, au final, d'une crise majeure, d'une crise sanitaire qu'on a tous connue et qui a eu comme conséquence d'isoler encore plus les publics fragiles. Et la valeur ajoutée, comme je l'ai déjà dit, du parrainage, c'est de se faire se rencontrer deux personnes, de créer un lien et une solidarité. Voilà. Les avantages de l'accompagnement, c'est également d'être valorisé par quelqu'un avec, je pense, l'importance du fait que c'est par une personne qui est hors service public de l'emploi, hors SPE. Le parrain, la marraine, ça pourrait être le voisin, au final, du filleul. L'insertion, ce n'est pas son métier. Et c'est justement ce recul qui rend la relation parrain-filleul si intéressante. On est vraiment dans autre chose, dans une autre approche. Et c'est ça qui est intéressant. Je peux vous donner quelques chiffres. Alors, au niveau national, pour 2021, il y a eu 33 000 personnes qui ont bénéficié d'un parrainage en France. Les missions locales, comme je l'ai dit, représentent la plus grande part des opérateurs en 2021. C'est 293 missions locales qui ont répondu. Ça fait environ 63% des opérateurs. En Bourgogne-Franche-Comté, pour 2023, on a eu 30 structures qui ont répondu et il y a 16 missions locales. Donc, ça fait voilà, un peu plus de la moitié. On est dans les mêmes proportions. En 2022, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu 1308 personnes qui ont bénéficié du parrainage sur l'ensemble de la région pour 25 porteurs. Voilà. Comme je l'ai dit, en 2023, on est à 31 porteurs
Et l'objectif qui a été fixé par la DREETS pour 2023, c'est 1474 parrainages à effectuer. À savoir qu'il y a une petite finesse à comprendre sur les parrainages. Il y a deux types de financement. Donc, il y a un financement qui est par rapport au programme 102, accès et retour à l'emploi, et un financement qui est par rapport au programme 147, politique de la ville. Et sur ces deux financements, il y a deux enveloppes différentes, avec une importance majeure pour les personnes, pour les structures qui demandent des parrainages sur le budget 147, c'est que les filleuls identifiés doivent habiter en quartier prioritaire de la politique de la ville. Voilà. Pour justement aider ces publics fragiles et soumis à de multiples discriminations. Voilà. En 2021, c'est également 56% des parrainés qui sortent avec une solution. Donc, il y a 26% de CDI, 35% de CDD ou d'intérim de plus de 6 mois et 15% d'apprentissage. Voilà. Donc, à ce jour, je n'ai pas les données en Bourgogne-Franche-Comté, mais dès que ça sera fait, on pourra d'ailleurs peut-être proposer à l'Anfort de refaire un atelier pour faire une sorte de bilan sur ce qui s'est passé en 2022 et pouvoir analyser un peu ces chiffres. Voilà. Donc, c'est un vœu pieux, j'aimerais le faire. Voilà. Maintenant, on m'a sollicité également pour présenter les différences entre l'appel à projet parrainage et l'appel à projet Un jeune, un mentor. Alors, d'abord, je vais vous donner quelques éléments de contexte par rapport à Un jeune, un mentor. Donc, le mentorat fait suite aux annonces présidentielles de mars 2021 sur l'ambition d'enrichir le plan Un jeune, une solution par des accompagnements en mentorat. Donc, l'objectif fixé par le gouvernement était de 100 000 jeunes accompagnés en 2021 et de 200 000 en 2022. Le mentorat accompagne les jeunes de 6 à 30 ans sur une partie de leur vie scolaire, étudiante ou professionnelle. Il y a déjà eu 2 appels à projets initiés en 2021 et un autre en 2022. Donc actuellement, on n'en a pas en 2023, à ce jour. Ça a permis d'identifier, donc au niveau national, je parle, c'est vraiment au niveau national. Et d'ailleurs, je vais y revenir après. Ça a permis d'identifier 62 structures qui ont permis d'atteindre l'objectif de 300 000 mentorés sur la période 2021-2022 en France. Voilà. Le but du mentorat est de viser les plus jeunes durant la scolarité et jusqu'à la fin des études. On est sur un accompagnement au niveau de l'orientation, de la méthodologie, sur le scolaire également, afin de préparer le jeune au changement. Voilà. C'est la transition école-emploi qui est plus visée afin d'anticiper également le décrochage scolaire et universitaire. Donc, je vous ai préparé un tableau comparatif des deux dispositifs et on va pouvoir voir qu'il y a des différences en termes d'échelle, de public et de finalité au final. Donc, déjà au niveau de la cible, donc, comme je l'ai dit, au niveau du parrainage, on est donc à partir de 16 ans à 26 ans, mais il y a aussi les adultes. Voilà. Ce ne sont pas que les jeunes pour le parrainage. Voilà. Alors que le mentorat, c'est de 6 ans jusqu'à 30 ans, pas plus. Voilà. Donc, niveau élémentaire, collégien, lycéen, étudiant, en recherche d'emploi, déscolarisé. Voilà. Au niveau de l'intervention, de l'objectif, le parrainage, c'est l'accès et le maintien dans l'emploi ou dans l'entrepreneuriat. Le mentorat, il y a une visée de soutien scolaire, d'orientation et aussi d'insertion professionnelle. C'est sur ce point que les deux appels à projets peuvent se rejoindre. Au niveau des parrains, donc de la sélection des parrains et des marraines. Donc, pour le parrainage, ça va être des actifs donc en activité de préférence, mais aussi retraités. En 2021, on a au niveau national 13 278 parrains et marraines, dont 80% sont en activité. Pour le mentorat, les mentors peuvent être des lycéens,
des étudiants, des services civiques, des demandeurs d'emploi, actifs, en activité, retraités, des entrepreneurs. C'est plus large. Voilà. Au niveau des modalités, le parrainage, la philosophie, c'est quand même que ça soit plus en présentiel, que la relation soit individuelle. Au niveau du temps, comme je l'ai dit, ce n'est pas pareil non plus. C'est 6 semaines minimum, maximum 6 mois. Pour la BFC, on était sur des financements de 10 parrainages minimum, alors que le mentorat, ça va être du présentiel, du distanciel, de l'individuel et du collectif. 6 mois minimum d'accompagnement à plus d'1 an, avec un objectif de volume de 1000 accompagnements. Donc ça déjà, ça change la donne pour les porteurs. Là, on est vraiment dans une envergure nationale, voire interrégionale, mais je vais y revenir, juste là d'ailleurs. Au niveau du pilotage, donc, les appels à projets du parrainage, c'est les DRETS, donc en région, qui pilotent. Au niveau du mentorat, c'est un pilotage national. Voilà. C'est la JEBVA, donc c'est l'éducation nationale qui pilote cet appel à projet. Voilà. Il n'y a pas de pilotage donc au niveau, je parle pour ma paroisse, au niveau ministère du Travail en région. Voilà. Ça se passe au niveau national. Au niveau des candidatures, l'appel à projet du parrainage, voilà, vous répondez à l'appel à projet publié par la DRETS et c'est nos services qui traitent les demandes. Pour le mentorat, vu que c'est national, vous répondez à un appel à projet national qui est géré au niveau national. Voilà. Au niveau des volumes, de ce qui a été donné en 2021 pour le mentorat, on voit que ça va de 100 à 20 000. Donc on avait vu juste avant que le minimum, c'était 1000. Mais ça peut être moins sous conditions. Donc, les conditions, c'est par exemple des territoires bien particuliers avec des fragilités. Voilà. Au niveau d'animation, parrainage, c'est régional, c'est la DRETS, épaulé par l'Enfort. Et le mentorat, c'est un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat, qui gère ça au niveau national. Également, au niveau de un jeune à mentor, l'utilisation du projet passe par une plateforme qui s'appelle Un jeune, un mentor, ou par exemple un jeune qui voudrait avoir du mentorat. Donc, je ne sais pas, imaginons un lycéen, un étudiant va aller sur cette plateforme, s'inscrire, et c'est ensuite que la plateforme va ventiler la demande vers un lauréat qui est sur sa zone. Voilà. Et c'est le même principe en fait pour une entreprise. Parce qu'on parle beaucoup d'un jeune à mentor pour les entreprises s'engagent. S'il y a une entreprise qui fait partie du club qui veut proposer des salariés pour faire du mentorat, il faut qu'ils s'inscrivent par cette plateforme. Voilà. Donc, on voit déjà que ce n'est pas la même approche que pour le parrainage en région, où là, ça passe vraiment par les structures. Voilà. Au niveau, alors, je terminerai là-dessus, juste au niveau des financements, en 2021, pour un jeune à mentor, il y a eu une enveloppe de 30 millions, en 2022 de 27 millions. C'est ce qui a été voté en loi de finances. Et au final, quand on ramène ça au coût unitaire par jeune mentoré, en 2021, ça revenait à 270 € par jeune, et en 2022, ça revenait à 180 € par jeune. Alors, je ne fais pas la remarque innocemment. Le parrainage, c'est 305 €. Je sais qu'il y a des structures qui étaient intéressées par le mentorat, vu les gros montants au niveau national. Mais quand au final, on fait le calcul, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Voilà. Donc, pour conclure, on se rend compte qu'un jeune à mentor,
c'est une envergure de réponse qui se vaut plutôt nationale ou interrégionale, d'après les éléments que j'ai pu consulter, et qu'à la différence de l'appel à projet du parrainage, ce sont des conventions pluriannuelles d'objectifs qui sont sur 3 ans. Donc, par exemple, là, récemment, c'était de 2022 à 2024. Donc, au final, les objectifs sont lissés sur plusieurs années. Et les subventions, ce n'est pas seulement par rapport au FIOL, mais ça peut être aussi des subventions d'investissement. Voilà. Pour aider à développer des outils. Parce que forcément, quand vous avez des grosses structures, par exemple, je donne l'exemple de NQT, voilà, qui est vraiment un très gros porteur de Un jeune, un mentor, qui font plus de 12 000 mentorés par an. Ils ont eu besoin d'investissement pour avoir un outil Internet, un logiciel pour traiter toutes ces demandes. Voilà. Et ça peut servir à ça aussi. Voilà. Et je conclurai par ces derniers mots. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a compris que dans le parrainage, il y avait plusieurs acteurs, une structure partenaire, un parrain, un filleul. Donc, ce qu'on vous propose, et on reprendra vraiment les questions, hein, n'hésitez pas à les noter dans le chat à la fin du webinaire. Ce qu'on vous propose, c'est d'un petit peu aller explorer le rôle de chacun de ces acteurs, en commençant peut-être par la structure partenaire. Et là, on va donner la parole à Monsieur Marcas. On vous écoute. Alors, donc bonjour à vous. Effectivement, au niveau de la Chambre des métiers, on porte ce dispositif depuis 23 ans maintenant. On a commencé tout doucement sur le département du Jura, effectivement, en l'an 2000, où ça correspondait à 40 personnes accompagnées, et pour un résultat général un taux de placement de 70% en fin d'année. On a mis tout simplement quelques chiffres pour illustrer l'évolution du dispositif sur cette petite vingtaine d'années, dans le sens où l'année 2022 a permis d'aboutir à 167 personnes accompagnées, ce qui ne veut pas dire que nous avons rencontré que 167 personnes. On a rencontré plus de personnes, mais certaines, quelques-unes, n'ont pas souhaité être accompagnées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas forcément compris toutes les plus-values d'un accompagnement parrainage, mais ça, je vais y revenir par la suite. Donc, on a pu accompagner 167 personnes au niveau régional. On a 2 exceptions quand même. On a 2 territoires, 2 départements sur lesquels on n'intervient pas. La Nièvre et Lyon pour le moment. À voir dans l'avenir si ça peut se faire, bien évidemment. Pour un résultat, un taux de placement de 77%. Alors, c'est vrai, comme l'a précisé Alexis tout à l'heure, ça correspond à un appel d'offres annuel auquel on répond. Dans mon rôle de coordination, ça signifie animer, coordonner, promouvoir ce dispositif, notamment en gérant une équipe de 5 conseillères disséminées sur une bonne partie de la région de Bourgogne-Franche-Comté. On a voulu expliquer aussi pourquoi ce choix. Parce que c'est vrai que ça a été un choix aussi de notre président de l'époque, au niveau du Jura, de notre direction, qui a été poursuivie au fil des années. Donc, on a de multiples raisons pour avoir choisi de mettre en place, de gérer, de coordonner ce dispositif, en le reliant, bien évidemment, au métier de l'artisanat, qui représente quand même 250 métiers. Alors, pourquoi? Tout simplement les liens. On les voit très clairement et très simplement sur le fait de promouvoir toute la formation, le fait de former et de se former, le fait de créer, de transmettre. Donc là, on a beaucoup de similitudes avec l'état d'esprit dans l'artisanat, qui est souvent, le discours est très souvent porté sur la notion de transmission, de savoir-faire et de passion, même si on voit aussi des difficultés avec les changements générationnels, auxquels ça demande beaucoup d'adaptation. Alors, le fait effectivement de former, de se former, de créer, de transmettre. Le lien également avec l'apprentissage. Donc, comme l'a expliqué aussi Alexis, il y a un rattachement historique par rapport à la jeunesse. Et c'est vrai que l'apprentissage fait partie des thèmes essentiels sur lesquels l'artisanat a voulu être très présent. On a également un lien très fort avec toutes les formations de diplômantes. Alors, ça peut concerner tout aussi bien nos propres formations de diplômantes que l'on met en place selon les territoires,
Ça peut être agent de propreté, ça peut être en cuisine, ça peut être en service, ça peut être en boulangerie, en pâtisserie, parfois en boucherie, parfois dans d'autres métiers, ou assistant comptable également. Mais ça peut être aussi vis-à-vis des formations diplômantes des structures partenaires. Et c'est vrai que ces différents thèmes nous ont convaincus qu'il fallait développer, comme je le disais au début, on a commencé par le Jura, on a développé sur l'Aix-Franche-Comté, puis maintenant à travers les 2 autres départements complémentaires avec la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, auxquels on réfléchit, puis on met en place aussi par rapport à ce système d'objectifs. C'est vrai que la Convention prévoit qu'on ait un objectif régional qui ensuite est décliné par département, et puis par la suite, selon les territoires, ça peut être par bassin. En ce qui concerne le Jura, c'est vrai qu'on est sur une logique de 3 bassins d'emploi, avec différents objectifs. Voilà. Alors, la coordination, le pilotage de cette action, ça signifie, comme je le disais tout à l'heure, le fait de répondre à un appel à projet annuel, qui inclut également un bilan semestriel et un bilan annuel. Et lors de ce bilan annuel, ce qui est intéressant, c'est non pas uniquement de prévoir un joli PowerPoint avec beaucoup de graphiques, beaucoup de statistiques, mais aussi de faire vivre ce bilan à travers toutes les personnes qui sont présentes, que ce soit des structures partenaires, nos financeurs, grâce à qui on peut mettre en place ce dispositif, bien entendu les bénévoles, et on apprécie beaucoup le fait de faire témoigner des chefs d'entreprise, des filleuls, qui expliquent très simplement et humblement leur parcours. Alors c'est vrai que Alexis l'a précisé, la clé d'entrée, c'est la lutte contre les discriminations. Donc, ça offre une ouverture très large en termes de public. En tant que chambre de métier, effectivement, on ne se focalise pas que sur le public jeune. La clé d'entrée étant la discrimination, ça peut être les personnes reconnues handicapées, même non reconnues mais en passe de l'être. Ça peut être les jeunes, ça peut être les personnes de plus de 45 ans, ça peut être les personnes d'origine étrangère, ça peut être les personnes qui vivent dans les zones de revitalisation rurale, ce qu'on appelle les ZRR. Ça peut être, comme l'a dit aussi encore une fois Alexis, les quartiers difficiles, qu'on appelle plus communément les quartiers politiques de la ville. Ça peut être voilà, il y a des personnes aussi également qui sont dénuées de tout contact avec le monde de l'entreprise. Donc là, ça peut être intéressant. On a les jeunes, on a les personnes qui sont sous statut réfugié, on a les personnes qui ont le statut spécifique, notamment là, qui ont débarqué d'Ukraine. On a des jeunes mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle des jeunes MNA. Voilà, la clé d'entrée, elle est vraiment très, très large. Après, je rejoins encore une fois ce que disait Alexis, il faut qu'il y ait une plus-value. Il faut que le parrainage soit une plus-value pour la personne. Alors, effectivement, ça se décompose de quelle manière ? Toute cette coordination, on a l'aspect accompagnement individuel, qui est une chose. Donc, effectivement, on est financé pour avoir un certain nombre de personnes à accompagner par territoire et par année. Et on s'appuie également aussi sur, on l'a constaté au fil des années, la forte croissance des actions collectives. Alors, c'est quoi ces actions collectives concrètement ? Donc, ça peut être les forums emploi, qu'on appelle aussi communément job dating. Ça peut être les forums sur l'orientation professionnelle, ça peut être les forums spécifiques sur des contrats d'alternance. Ce sont aussi des simulations d'entretien d'embauche sur lesquelles on est sollicité par les structures partenaires. C'est-à-dire que concrètement, on va avoir la mission locale pour l'emploi, une structure d'insertion de l'activité économique, un centre de formation. Par exemple, on a très concrètement, on a la maison familiale et rurale de Dole qui nous sollicite chaque année pour aller faire des sessions de simulation pour leurs stagiaires qui sont en formation, soit les stagiaires qui préparent le diplôme de magasinier, magasinière, et ceux qui préparent le diplôme d'employé commercial. Les 2 titres, ce sont des titres pro de niveau 3, voilà, de niveau de CAP. Donc, des simulations d'entretien d'embauche auxquelles on organise, nous, des binômes de marraines parrains pour avoir un double regard, double analyse, et le débriefing de cette simulation qui dure un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Le débriefing est très intéressant, parce que là, à ce moment-là, il rentre beaucoup dans le détail, dans le but, encore une fois, que ce soit constructif. On participe, on est sollicité pour des ateliers CV, on est sollicité, par exemple, pour que les marraines et parrains participent aux journées portes ouvertes, notamment du CFA, du CFA 39 de Jevinger, ce qui permet aussi aux jeunes, parfois accompagnés de leurs parents, de discuter avec des chefs d'entreprise ou des anciens chefs d'entreprise dans le but qu'ils apportent un témoignage très concret, très simple de qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'apprentissage,
comment ça se passe l'intégration dans l'entreprise, quelles sont les questions, les peurs aussi qu'ont à la fois les jeunes. Le but, c'est de rassurer tout le monde, en fait. Ils peuvent être sollicités, ce n'est pas systématiquement le cas, mais ils peuvent être sollicités en cas de situation conflictuelle d'apprenti, ce qu'on appelle la médiation. Ce n'est pas courant, ils ne sont pas sollicités 50 fois par an. Mais par contre, là encore une fois, la plus-value d'avoir un parrain, c'est de faciliter la communication. Parce qu'on s'est rendu compte que les problématiques peuvent subvenir suite à un simple problème de communication à la base. On a le tutorat d'apprenti qui marche très très bien. Alors ça, c'est quelque chose de très simple et très génial. C'est le fait qu'au moment où le jeune va signer un contrat d'apprentissage, on met en place un tutorat externe et le rôle de la marraine ou du parrain va être de faire le maillon entre le jeune, les parents du jeune si besoin. On a déjà eu les grands-parents également qui sont intervenus, le CFA, voilà. Et le ou la bénévole va être le point de gravité qui va permettre de faciliter, encore une fois, toute la communication et de suivre tout au long du contrat le développement du contrat d'apprentissage, l'épanouissement à la fois du jeune et vérifier aussi qu'au niveau de l'entreprise, il y ait un certain degré de satisfaction. Ils interviennent également lors d'interventions collectives sur des groupes de stagiaires, y compris, là on a cité par exemple le DAC, qui est le dispositif en amont à la qualification, et ça permet, c'est vrai, à des professionnels ou d'anciens professionnels d'évoquer des métiers, tout simplement, d'évoquer des parcours. C'est hyper intéressant parce qu'on voit que les personnes ont des questions très simples. Mais comment vous avez fait pour être chef d'entreprise? Ah bon, mais vous gagnez combien? Et à partir de combien de temps vous avez pris des congés? Et comment vous en êtes arrivé là? Quel a été votre diplôme de départ? Et c'est très intéressant parce qu'on a des témoignages très simples, très pratiques de chefs d'entreprise qui disent ben, voilà comment j'ai commencé, voilà quels sont mes regrets, voilà mes choix, voilà pourquoi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, on voit que c'est intéressant parce que le dialogue est très simple. Et c'est là où on voit aussi une des plus-values. Voilà. En fait, on tenait à insister sur ces actions collectives qui sont complémentaires à l'accompagnement individuel qu'on peut mettre en place par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une petit point, on va peut-être prendre les 2 questions puis avant de voir le volet témoignage d'une filleule. Il y avait 2 questions dans le chat. Une première question sur le niveau de langue, le niveau de maîtrise de langue attendu pour pouvoir rentrer dans le dispositif. Et puis, il y avait une question sur concrètement, on envoie où le jeune à Besançon? Est-ce que c'est au niveau de la mission locale? Est-ce que c'est au niveau d'une autre structure? Alors, pour le niveau de langue, sur le cahier des charges de l'appel à projet de la DRETS Bourgogne-Franche-Comté, donc il n'y a pas de niveau indiqué, juste la mention niveau de français suffisant, mais en gros, il faut que le niveau soit assez élevé pour que le filleul puisse vraiment profiter d'un accompagnement. Après, si vous avez besoin d'un indicateur, moi, celui auquel j'avais pensé, mais que je n'avais pas mis dans le cahier des charges, parce que justement, je ne voulais pas forcément être trop réducteur, le niveau, c'était plutôt le niveau A1, voire A2. Je me basais un peu sur l'accompagnement de l'OFI, hein, qui demande un niveau A2 pour obtenir une carte de résident. Car aussi, la chose à laquelle il faut penser, c'est la sécurité de ces personnes, de ces filleuls. Il faut qu'ils aient un niveau de français suffisant si, par exemple, après, ils intègrent une entreprise, une société, pour bien comprendre les consignes de sécurité. Voilà. En gros, il faut avoir cette optique-là en tête. Pour la seconde question auquel j'ai répondu sur le chat, c'était pour Besançon, où est-ce qu'on envoie un jeune qui voudrait faire du parrainage? Donc, à la mission locale de Besançon, qui est un porteur de l'appel à projet. Donc, on les remercie d'avoir répondu. Donc, ils se feront un plaisir de recevoir vos jeunes. Voilà. Merci.
Merci n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, on les reprendra. Là, je me suis permis, parce que ça fait du lien avec ce qu'on avait évoqué. Je redonne la parole à Monsieur Marcas pour qu'il nous synthétise un peu la plus-value de participer et de collaborer avec les parrains marraines. Et puis, on va faire une petite illustration avec la vidéo d'une filleule qui présente un petit peu son histoire. Alors effectivement, les différentes plus-values. On part toujours du principe que accompagner les personnes qu'on nous propose, et d'ailleurs ça peut être tout aussi bien des personnes que les structures partenaires nous proposent que sur le simple bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi des personnes qui entendent parler de cette action et qui nous disent tiens pourquoi. Après il y a une évaluation bien sûr qui doit être faite. Et ce qu'on va regarder aussi, c'est les plus-values sur le fait aussi de collaborer avec tous ces bénévoles, donc marraines et parrains. Voilà, on entend parler de marrainage, de parrainage. Pour nous, l'idée de toute façon reste la même. C'est le fait que, tout d'abord, ils ont une expertise du monde de l'entreprise et des métiers. C'est là où on voit tout l'apport. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vais être très concret, très simple. On est sur un atelier CV avec la mission locale de Dole. On a un groupe de jeunes, dont un ou une des jeunes qui s'intéresse beaucoup au métier de, je vais prendre au hasard, hein, je ne cite pas le parrain avec qui je suis ici, je vais citer les métiers de l'automobile. Moi-même, je n'aurai pas cette expertise par rapport aux différentes compétences que pourra amener aussi un ancien chef d'entreprise ou un chef d'entreprise encore en activité. Et c'est vrai que c'est là où on voit tout l'avantage d'aborder vraiment tout ce qui va être noté sur le CV, la manière de préparer les entretiens, la manière d'aborder les entreprises de ce métier, de ce secteur d'activité. Et c'est là où on voit aussi toute l'importance, toute la plus-value dans ce rôle je ne vais pas dire de médiation pour ne pas confondre, mais encore une fois dans ce maillon pour approcher ces métiers ou ces entreprises-là. En deuxième plus-value, on a la notion de réseau. Effectivement, tous les bénévoles fonctionnent en termes de réseau. Je connais un tel, je connais une telle, qui connaît un tel, et ainsi de suite. Et c'est vrai que, alors ça demande pour nous de conceptualiser des outils. On avait fait il y a quelque temps, qui doit encore être remis à jour, on avait fait un annuaire des bénévoles pour faciliter aussi les contacts entre eux. On a créé un groupe WhatsApp Teams Parrainage pour faciliter encore une fois les contacts, de sorte que si un parrain ou une marraine est bloqué ou n'a pas de réponse par rapport à une question ou une problématique, on puisse aussi s'entraider. Et ça inclut bien évidemment tous les collaborateurs et collaboratrices de l'achat. Donc ça, c'était la deuxième plus-value. La troisième plus-value, c'est le volontariat. Le statut de bénévole fait qu'il n'y a aucun lien financier. Il n'y a pas de contexte qui fait que les échanges, les discussions vont entraîner effectivement des demandes d'aide financière, par exemple. On n'est absolument pas et on ne veut pas être sur ce créneau. Le soutien doit être avant tout porté sur l'aspect professionnel, même si bien sûr, ça demande, et c'est là où il y a la quatrième plus-value, ça demande d'avoir une fibre sociale, le fait de vouloir communiquer, de vouloir échanger. On se rend compte avec certains filleuls qu'il faut retourner vers eux, il faut retourner les chercher. Donc ça, on en parle bien évidemment dès le début. On crée des groupes WhatsApp à 3, là encore, pour fluidifier, pour aider la relation de confiance qui doit s'instaurer. Il doit y avoir une relation de confiance, de simplicité, de franchise, le plus vite possible, pour permettre à ce que plus les choses seront simples et communicantes, plus ça marchera. Et enfin, la dernière plus-value, c'est aussi la disponibilité. C'est-à-dire que moi j'accompagne, c'est vrai, un certain nombre de personnes. De mémoire, ça doit être 80 cette année. J'essaie d'être joignable dans la mesure du possible toute la semaine. Ceci étant, l'avantage, c'est que les bénévoles peuvent être rejoints en fin de journée, on va dire début de soirée, le week-end. On a aussi certains bénévoles, du fait de leur activité professionnelle, demandent à être contactés. On a un parrain restaurateur qui n'hésite pas à dire à ses filleuls, moi, vous pouvez me joindre entre minuit et 3 heures du matin. Alors, je ne généralise pas, bien entendu, hein. C'est un peu compliqué à gérer derrière, mais on a aussi des activités. Je pense à une marraine qui était dans mon bureau ce matin, qui est aide-soignante, et qui là va travailler de nuit sur 3 jours. Donc voilà, il y a encore une fois, c'est l'adaptation. Alors non seulement il y a toutes ces plus-values avec les bénévoles, mais en plus la plus-value aussi de collaborer avec toutes les structures partenaires. C'est pour ça qu'on a indiqué qu'elle était totale. Pourquoi? Parce que ce dispositif ne marcherait pas aussi bien
sans l'investissement aussi des structures partenaires, quelles que soient, encore une fois, les structures. Ça peut aussi bien être des structures d'insertion par l'activité économique, les agences Pôle emploi, les missions locales, les équipes RSA des conseils départementaux, les équipes éducatives concernant les jeunes mineurs non accompagnés, les structures spécialisées vers le public handicapé, qu'est-ce que je n'ai pas précisé, toutes les équipes des services sociaux, les centres de formation, régie de quartier, bon, enfin, tout, voilà. Alors, on a vraiment l'avantage que l'on a, c'est que ça nous permet de travailler avec tout le monde. Et on veut travailler avec tout le monde. Et on voit l'avantage dans le sens où, à partir du moment où les résultats sont bons, on est content. Non pas pour nous, pour le public avant tout, mais aussi par rapport aux structures partenaires. Et encore une fois, on voulait souligner le fait que, à partir du moment où tous les intérêts convergent vers pour l'intérêt d'une personne, on voit que ça donne de très bons résultats. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a la confiance de la direction et de la présidence depuis une vingtaine d'années maintenant. Merci. On va écouter du coup un petit témoignage de Fiole pour illustrer déjà ce qu'on vient de se dire et puis l'entendre avec un regard peut-être encore différent. J'ai choisi de travailler dans le domaine du bois suite à un stage de découverte professionnelle à l'âge de 14 ans. J'ai donc entrepris des études en ébénisterie pendant 3 ans, mais après avoir obtenu mon bac, je n'ai pas trouvé d'entreprise pour continuer en alternance. J'ai donc travaillé pendant plusieurs années dans un autre domaine, mais je voulais faire un métier qui me plaît. J'ai donc été mise en relation avec un parrain via la chambre des métiers. Mon parrain, Monsieur Nouveau, m'a permise de entrer chez les Compagnons du Tour de France et m'a trouvé une entreprise en alternance. Aujourd'hui, cela fait 7 ans que je travaille dans le domaine du bois. J'ai obtenu un poste de responsable et je pense que même si le chemin est plus difficile pour les femmes, dans le bâtiment, tout est possible, les mentalités changent, il y a beaucoup de personnes prêtes à nous laisser notre chance pour évoluer. Un autre éclairage, c'est aussi du coup celui d'un parrain. Et là, on va céder la parole à Monsieur Piacot pour qu'il nous fasse un petit peu part de son expérience, de comment il voit le parrainage. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Alain Piacot. Je suis un ancien artisan dans les métiers de l'automobile, tout ce qui touche à l'automobile. Et je fais partie du réseau de parrainage de la Chambre des métiers depuis une vingtaine d'années. Donc, moi, je suis venu dans le réseau de parrainage parce que j'ai toujours été orienté sur l'apprentissage. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai formé à peu près 90 apprentis du CAP jusqu'au BTS en gestion comptabilité. Donc, vous voyez, ça sortait un petit peu du contexte de l'automobile, mais c'était toujours dans la gestion comptabilité dans une entreprise. Et je participe à peu près à tout ce qui peut se faire dans le cadre du parrainage parce que c'est quelque chose pour moi que je trouve de très bénéfique et qui nous permet des fois de pouvoir analyser certaines situations qui peuvent être compliquées par le regard professionnel qu'on va avoir sur une orientation. Donc, on pouvait citer un exemple, comme tout à l'heure disait Jérôme, d'une personne qu'on accompagne là en ce moment, qui était une jeune fille, qui a obtenu un bac pro et qui nous a été envoyé dans le cadre du parrainage par Pôle emploi. Et quand j'ai rencontré cette jeune fille, par le biais de l'échange que j'ai pu avoir moi, de professionnel à professionnel, parce que c'est quand même quelqu'un qui est professionnel parce qu'elle a un bac, je me suis aperçu que j'avais des grands doutes qu'elle ait vraiment un diplôme, qu'elle ait un diplôme qui corresponde à ce qu'elle pouvait nous dire. Donc, on a demandé à sa conseillère de Pôle emploi si elle avait vraiment vu son diplôme. A priori, pour le moment, non. Donc, on va faire une réunion à 4 avec Pôle emploi, avec M. Marcas, cette personne et moi, pour qu'on puisse élucider si vraiment elle a un diplôme, qu'elle nous l'amène, ou qu'on puisse comprendre pourquoi elle a des lacunes, parce qu'elle ne trouve pas d'emploi dans les métiers de la mécanique, parce qu'à mon avis, elle a un niveau très, 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 très faible. Alors, si vraiment elle a un diplôme, c'est qu'elle a une formation qui ne correspond pas, donc à voir si on va repartir sur un complément de formation. Mais vous voyez, c'est une analyse qu'on peut faire par le regard du professionnel qu'on va être, nous, en tant que parrain. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on disait, on va travailler avec quelqu'un, on remplace personne, on ne veut absolument remplacer personne, on veut vraiment travailler en équipe. Et puis, ce qui va faire un petit peu notre avantage aussi à nous, c'est ce que me disait Jérôme tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment une disponibilité qui est très, très large.
Moi, j'ai des filleuls qui peuvent me contacter le soir, le samedi, le dimanche, parce que le lundi matin, ils vont soit à un stage, soit à un entretien, et puis c'est le moment de stress qui va arriver petit à petit le dimanche après-midi, et puis on se dit comment ça va se passer, comment on va faire. Donc, moi, j'ai des filleuls qui m'appellent le dimanche soir ou le dimanche après-midi pour me dire j'ai des questions, est-ce que vous pouvez me répondre? On est vraiment ouvert à ça, et on est vraiment là pour essayer de les rassurer pour que ça se passe le mieux possible. Et quant à l'accompagnement des jeunes, c'est vrai qu'il y a des délais qui sont fixés par la Chambre des métiers, mais nous, on est vraiment hors délai. Moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées il y a une dizaine d'années qui sont toujours en contact avec moi, qui sont toujours en contact, qui me posent des questions et qui ont évolué dans le métier, qui ont grandi dans le métier, mais qui ont encore des questions à un moment donné, soit sur une entreprise, soit sur le travail, soit sur le code du travail ou toutes ces choses-là, et qui vont se rapprocher de nous pour pouvoir nous poser une question, pour être rassurés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la durée. Pas tous, mais il y en a qui se fait beaucoup dans la durée. Ce qui est intéressant, par exemple, en ce moment, c'est qu'Alain accompagne. Là, il y a trois jeunes femmes sur Dole, une en carrosserie. Et effectivement, Alain a constaté que pour les femmes, percer dans la carrosserie, c'est encore un des métiers qui est le plus difficile pour lutter justement contre tous les phénomènes de discrimination. Autant dans la mécanique auto, l'état d'esprit, les mentalités ont bien évolué. Il y a encore tout un travail à faire, mais ça a bien évolué. Autant en carrosserie, c'est encore plus difficile. Donc, Alain adore rencontrer notamment des femmes qui lui disent « je veux aller dans la carrosserie ». On a quelqu'un, par exemple, là, qui a un double projet de diplôme en carrosserie en peinture et qui sait déjà qu'elle veut créer son entreprise. Elle a déjà toute l'idée en tête. Donc là, oui, ça peut être un super parcours. Et c'est vrai que son investissement, son expertise, son réseau, quand il parlait par exemple de questionnement sur le droit du travail, on sait qu'on peut faire appel à un autre parrain qui a été longtemps juge au prud'homme. Et là, ça peut être intéressant, les échanges entre parrains et marraines. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. On va s'appuyer vraiment sur tout le réseau de parrains. C'est vrai que c'est ce que disait Jérôme, on peut avoir un questionnement sur quelque chose, on n'a pas forcément l'information, mais on va aller la chercher vers un autre parrain, vers une autre marraine. Donc, je veux dire, c'est vraiment un travail d'équipe. Nous, notre but, c'est qu'en fin de compte, les gens soient soit dans la formation, soit à l'emploi. C'est notre carburant un petit peu. C'est notre carburant. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. On rencontre des personnes qui sont très intéressantes. Moi, ça m'a permis de garder quand même un contact avec la jeunesse, que j'ai toujours eu envie de travailler avec eux. J'ai toujours fait confiance à la jeunesse parce que malgré qu'on ait critiqué à un moment donné, mais un petit peu moins maintenant, mais enfin on a critiqué les jeunes ont changé. Les jeunes ont changé, non, les jeunes n'ont pas changé, c'est la société qui a changé. Donc les jeunes suivent un petit peu la société et puis peut-être qu'à un moment donné, on a loupé quelque chose, nous aussi, pour leur apprendre toutes ces choses-là, les codes de la vie. Donc de travailler avec la jeunesse, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que je suis un fervent défenseur des métiers de l'automobile, parce que je suis quand même axé sur l'automobile, qui est fait par des hommes et qui devrait être fait aussi par des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai eu beaucoup de filleuls dans les métiers de la mécanique que j'ai fait intégrer dans ces métiers-là qui avaient des grandes difficultés pour pouvoir trouver des formations. Et c'est vrai que j'ai des exemples de parcours où les jeunes filles sont rentrées en CAP, ont fait un bac, ont fait un BTS et qui sont soit réceptionnaires, soit chefs d'atelier. Je veux dire, on est arrivé à leur faire accéder à un niveau quand même assez important dans ces métiers-là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je soutiens et que je soutiendrai tant que je pourrai parce que je pense qu'il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme. Mais c'est vrai que le métier de l'automobile, il ne faut pas se voiler la face, c'était longtemps quand même un métier de macho. Et quand on échangeait avec certains professionnels, même encore quand j'échange avec certains professionnels, il faut discuter pour arriver à leur faire comprendre qu'il y a quand même une plus-value sur certaines choses d'une femme par rapport à un homme. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est quand même un métier où il y a encore l'ancienne génération qui a encore des préjugés par rapport à ça. Alors, il ne le dit pas, mais voilà, Alain, dans son parcours professionnel, il a encadré plus d'une centaine d'apprentis. Ouais. Là, ça résume un peu le… D'hommes et de femmes, de garçons et de jeunes filles. En situation de handicap aussi, j'ai des parcours, moi, de jeunes qui ont fait des parcours qui sont très intéressants, qui étaient en situation de handicap, un handicap quand même physique, et qui ont fait des métiers de carrossier, de carrossière, et puis de peintre, et qui sont en emploi maintenant et qui sont reconnus par rapport à leur professionnalisme. Oui, il y a une jeune femme que Alain accompagne, qui a été sollicitée pour intervenir lors de la journée mondiale pour les femmes le 8 mars,
conférence au niveau Jura, devant le préfet. Et c'est une jeune femme qui est ultra déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle a réussi à percer dans le sens où elle est maintenant en CDI. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un accompagnement, une jeune femme dans la carrosserie avec une reconnaissance handicap, et ça donne de très très bons résultats, c'est pas par hasard. Moi, je l'ai accompagnée, ça fait 5 ans que je l'ai accompagnée dans le cadre du parrainage, mais elle se rapproche toujours vers moi quand elle a envie de changer d'entreprise. Elle me dit, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux y aller? Comment est l'entreprise? Comment je risque d'être accueilli? Donc, c'est vrai qu'on a toujours l'échange de conseils que je peux lui apporter. Elle est friande de ça pour pouvoir sécuriser un petit peu son parcours. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça nous permet de dire que, en fin de compte, oui, le parrainage, ce n'est pas à un moment donné précis, ça peut être dans la durée pour rassurer les gens et puis faire que les gens d'un jour, même si ce n'est plus dans le cadre de l'apprentissage, quand on peut y avoir d'abandon puis des ruptures de contrat, même dans le cadre du métier, que ces gens restent dans le métier. Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de personnes qui apprennent un métier puis qui l'abandonnent. Donc c'est triste. C'est triste. Et ils l'abandonnent. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un questionnement, on n'a pas pu les aider pour trouver une entreprise et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que moi, je veux rester dans le lien pour que ces personnes restent dans les métiers de l'automobile et qu'ils puissent attirer d'autres personnes dans les métiers de l'automobile. Alexia, il ne faut pas hésiter à nous arrêter parce qu'on peut parler pendant 4 jours. Non, non, il n'y a pas de souci. Je regarde les questions en parallèle. Il n'y en a pas pour l'instant et je pense que ça illustre vraiment le dispositif. Les illustrations permettent de voir l'esprit de solidarité, l'accompagnement. Et je pense que c'est très important qu'on finisse par ces illustrations-là. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant. Il nous reste 2 petites minutes si vous voulez terminer avant qu'on fasse une petite synthèse, Christine. Ben moi, en fait, je vais aussi profiter de ce moment pour vous annoncer donc une journée annuelle du parrainage qui va avoir lieu le 8 juin 2023 à Dijon, de 9h30 à 16h30. Donc, c'est organisé par la DRET et puis Amphore, avec bien sûr le réseau du parrainage. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Donc, je vous mets les informations en lien pour que vous puissiez donc vous inscrire si vous voulez obtenir donc des informations plus concrètes sur le parrainage. Donc, généralement, ces journées se déroulent avec un enthousiasme, d'après ce que j'ai entendu au niveau des échos des années précédentes, et ça se passe toujours très très bien et de façon très conviviale. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je remercie grandement donc nos invités pour toutes ces informations autour du parrainage pour l'emploi. C'était vraiment très très intéressant, très clair, et j'espère que pour les participants, ce sera également le cas. Je me joins aux remerciements. Ça a permis d'éclairer le dispositif à la fois dans son cadre et puis dans son fonctionnement pratique. Et je pense que les 2 dimensions sont importantes. Donc, merci à tous pour votre participation. À la clôture du webinaire, vous allez avoir accès à un petit questionnaire en ligne, une petite enquête avec très peu de questions. Vous en avez pour 2 minutes. Ça nous permet de continuer à être dans une boucle d'amélioration. Vous pouvez aussi nous proposer un thème qui vous intéresserait pour un prochain temps fort, de manière à ce qu'on en tienne compte sur les prochaines programmations. Et on vous retrouve avec plaisir pour la suite. Bien, merci encore à tous. Et puis donc bien les temps forts continuent. L'épisode 10, nous accueillerons 2 OPCO autour des enjeux et des pratiques de formation des entreprises. Et puis pour l'épisode 11 en juillet, nous recevrons la parole d'acteurs des fonds d'assurance formation. Donc on vous dit à très bientôt sur les temps forts. Merci encore à tous. À À bientôt. Au bientôt. revoir. Merci à Merci, au tous. revoir.